merci beaucoup d'être là encore une fois chez Home Live. Pour ceux qui ne Merci. connaissent pas, Home Live est une toute jeune académie qui propose des ateliers, du contenu, des conférences sur des thématiques liées à l'évolution des consciences, l'ouverture de cœur, l'évolution de la société, voilà, pour bâtir ensemble un nouveau monde. Et donc ce soir, on reçoit Franck. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, Franck a un parcours très riche, passionnant, puisque donc, depuis son enfance, tu as été touché par les dimensions de l'invisible que tu as commencé à explorer et à connecter très jeune. Donc, très, très jeune, tu as déjà eu cette ouverture, cette sensibilité aux dimensions multiples qui nous entourent. Et ensuite, tu t'es formé en tant que coach dans le milieu du sport. Enfin, tu as été Oui, coach il y a ça, et aux ressources humaines aussi, donc voilà, plein de choses. sport, relations humaines. Et en parallèle de ça, tu as un parcours où tu as été initié à de nombreuses traditions, à la fois le bouddhisme Bön, les traditions védiques avec le Kriya Yoga, les traditions précolombiennes, Maya, Et et amérindiennes, bien évidemment, avec les Lakotas, qui sera l'objet d'un atelier la semaine prochaine et dans 15 jours. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que comme tu as bien exploré chacune de ces traditions, tu fais les ponts, les liens entre tout ce qu'on retrouve d'une tradition à l'autre, finalement, tout se recoupe. Et on peut dire que le but pourrait être le même qu'on retrouve dans chacune de ces traditions. Et donc, ce soir, tu vas nous parler plus particulièrement de l'harmonie à travers ces traditions et comment mettre ça en place pour nous, en nous, et puis dans notre rapport au monde, et en particulier avec la nature et la terre pour recréer une relation harmonieuse avec le vivant. Voilà, donc je te laisse la parole, Franck. merci beaucoup, Marie-Alex. Alors oui, on va faire au mieux d'un peu. Je vais parler un peu de mon expérience, de ce que j'en ai compris à travers les différents enseignements sur lesquels justement je vais appuyer un certain nombre de choses. Et pourquoi parler de l'harmonie? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, d'autant plus, il me semble qu'il y a besoin de retrouver cette notion d'harmonie, aussi bien à l'intérieur que dans la relation avec le monde. Pour que justement respecter le monde tel qu'il est. Et on va parler de tout ça et en quoi justement ces traditions peuvent, en tout cas moi, ils m'ont permis d'avancer et peut-être que c'est justement cette sagesse des différentes traditions en quoi elle peut être utile. Déjà, c'est important de comprendre que la notion d'harmonie, c'est déjà qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va être, d'autant plus après avec les différentes traditions. En fait, l'harmonie, si on regarde en elle-même, c'est une qualité. Et c'est une qualité bien spécifique au-delà de l'équilibre. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre où il y a chaque élément de la nature qui la compose. C'est comme si elle s'accordait. Donc où il y a chaque chose qui a sa place d'une façon juste. Et comme souvent on peut dire dans une démarche personnelle ou spirituelle, de dire tiens, tout a du sens, chaque chose a sa place. Et en fait, voilà, en fait, c'est que déjà l'harmonie, elle existe. C'est simplement après, elle existe par nature, mais simplement si on ne la reconnaît pas, si on ne la vit pas en tant que telle, effectivement, ça peut amener une disharmonie. Et donc, c'est comment retrouver cette reconnaissance de l'harmonie, que chaque chose a sa place, puisque c'est déjà comme ça. Donc, c'est de le reconnaître, de le vivre comme tel. Et donc, forcément, c'est d'aller dans une notion pour respecter la nature, pour respecter l'harmonie qui est dans la nature, c'est forcément trouver sa partie en soi qui est de l'ordre de sa nature. Et donc, aussi de respecter ce que l'on est. Et si on respecte ce que l'on est, peut-être on peut d'autant plus respecter cette notion de nature. Et c'est l'interrogation qu'il pourrait y avoir, le fait de dire, tiens, aujourd'hui, là, on en est arrivé dans le rapport à la nature, avec d'autant plus des impacts écologiques qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment respecté la nature, parce qu'on n'a pas suffisamment respecté ce qu'on est fondamentalement dans ce que l'on est, dans ce que l'on vibre. Donc, c'est-à-dire que c'est important de comprendre le rapport à la nature, puisque de toute façon, la nature elle-même, elle nous expose, elle nous montre, elle nous fait sublimer, entre guillemets, ce qui existe dans cette notion d'harmonie totale, ou si on regarde la nature, en fait, elle est parfaite. Si l'homme n'intervient pas dans la nature, s'il la modifie pas, en fait, chaque chose, aussi bien dans une forêt que dans la nature avec les animaux, tous les végétaux, chaque élément trouve sa place. Et il n'y a pas un rapport de domination qui se fait, ce n'est qu'une sorte de collaboration, d'entraide, pour que justement il y ait des rythmes qui puissent se faire dans la nature.
Et c'est ça qui est important, à mon sens, de trouver ces éléments aussi à l'intérieur pour que ça puisse se faire dans le rapport à la nature. Donc, c'est reconnaître justement cette partie de la nature qu'il y a en soi. Donc, sa propre nature intrinsèque aussi. Et pour moi, les différentes traditions, elles m'ont permis de pouvoir reconnaître et de vivre cette harmonie en toutes choses. Et on le verra à travers en quoi concrètement, ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle peut apporter pour les personnes, justement, de pouvoir réveiller, de pouvoir révéler ces différentes dimensions. En sachant que, on pourrait dire, mais pourquoi ces traditions? Pourquoi pas simplement quelque chose qui est de l'ordre du présent? En fait, les traditions, c'est en fait une mémoire. Pour moi, ça a été réactiver des mémoires ancestrales et qui, pas pour être dans une nostalgie dans ce qu'il y a pu y avoir, mais en quoi aujourd'hui ces traditions-là peuvent m'apprendre, mais aussi apprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il peut être justement dans cet respect de la nature. Et ce qui est important, c'est de comprendre déjà, ne serait-ce que ces traditions, si on parle des traditions des peuples autochtones, donc partie des traditions ancestrales, la déclaration des Nations Unies, elle n'a fait que accepter et donner des droits aux peuples autochtones simplement en 2007. Simplement en 2007. C'est-à-dire que depuis qu'on connaît ces différents peuples autochtones, en fait, on n'a jamais reconnu leurs propres droits. En précisant que dans cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, sur 147 pays, il y en a 4 qui ont voté contre sur cette adoption des droits autochtones. Il y a les États-Unis. On peut comprendre que les États-Unis n'avaient pas forcément une volonté de pouvoir justement être en accord avec des droits sur les peuples autochtones, puisque en fait, ils vivent dans des réserves, pas majoritairement, mais en grande partie. Il y a les Canada, parce que c'est pareil, le rapport avec les Amérindiens, c'est quelque chose qui est encore difficile actuellement. Donc, entre 2007 et 2021, il y a encore des problématiques. Avec l'Australie qui a voté contre aussi. L'Australie, on a pu faire des beaux discours, des beaux éléments concernant, au moment des Jeux Olympiques à Sydney, qu'effectivement, qu'il y avait une réconciliation avec les aborigènes et le peuple australien. Ça, c'est une belle image qui a été donnée, mais ce n'est pas la réalité. Et la Nouvelle-Zélande. Donc, ces 4 pays ont été plutôt contre dans ces éléments. Donc, c'est un aspect politique aussi qui fait que, tiens, cette sagesse des différents peuples n'était pas considérée comme quelque chose qui devra avoir des droits. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu reconnu. Il y a d'autant plus que ce Conseil des droits de l'homme, au niveau de l'ONU, donne la parole régulièrement à ces peuples autochtones pour que justement, ils donnent leur avis sur ce que l'on est aujourd'hui, leur vision du monde, pour que justement, ils puissent partager leur enseignement, leur sagesse principalement, pour prendre conscience de l'individu, qu'est-ce qu'il est, comment il fait, et comment il agit, et les conséquences qu'il peut y avoir, et comment les peuples autochtones le vivent. Et c'est vrai que c'est parfois bien difficile de pouvoir être entendu dans leur sagesse, entre guillemets. Voilà, cette notion de 2007, quand c'est arrivé en 2007, ça a mis 12 ans de débat pour que justement cette déclaration des droits des peuples autochtones puisse se mettre en place. Je vais juste faire une parenthèse, entre guillemets, politique, de droit, parce qu'en fait, c'est se rendre compte que simplement de 2007, donc ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à ce temps-là, en fait, ils n'avaient pas le droit à la parole, pas le droit à avoir des droits spécifiques sur leur culture, ce qui a favorisé après les droits ou les propriétés ou les éléments de l'héritage, les héritages des peuples ou l'héritage même immatériel pour l'humanité. Effectivement, c'est à partir de là que les choses ont commencé à se mettre en place. Donc cet héritage des différentes traditions, pour moi, je les ai expérimentés, je les ai vécus, et c'est important de pouvoir continuer à les transmettre parce que justement, elles ont vraiment tout leur sens. Donc, effectivement, je parlais de mon expérience simplement, et ce n'est que mon expérience à travers ces différentes traditions. Et je parle bien d'expérience, dans le sens où c'est pas venu à travers les livres, c'est pas venu à travers des documentaires, c'est venu à travers des expériences qui est justement de l'ordre des réminiscences qu'il peut y avoir sur des vies passées. Et comme j'ai contacté ces différentes énergies, j'ai voulu aller voir, j'ai voulu aller rencontrer justement ces enseignants d'une façon qui existe encore, pour justement activer d'autant plus ces mémoires et qu'est-ce que ça pouvait révéler et réveiller en moi.
Donc ça, effectivement, c'est une expérience entre guillemets, de pratique, d'initiation, de cérémonie pendant plus de 30 ans. Et je parle bien de cérémonie. Les Mayas disent, un être humain, on pourrait dire, la qualité spirituelle que peut avoir un être humain, je parle bien de qualité, c'est par le nombre de cérémonies qu'il peut faire, pour représenter un peu le regard que peuvent avoir les Mayas. Donc, je vais vous parler de ces différentes traditions, pour moi, qui ont été vraiment très importantes, et quels messages elles apportent, et quels sont les messages qui peuvent aussi continuer à se transmettre pour justement peut-être se trouver soi, se retrouver dans ce que l'on est. Tout d'abord, il y a une notion la tradition amérindienne. Alors, la tradition amérindienne, elle est vaste, parce qu'effectivement, ça fait du Canada et tous les États-Unis, et il y a énormément de peuples. Et pour moi, ça a été la rencontre avec les Lakota, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une réminiscence de vie passée, et que voilà, et les choses se sont bien mises en place pour qu'effectivement que je rencontre en 1993 Wallace Black Elk. Donc Wallace Black Elk est le petit-fils de Nicolas Black Elk, où effectivement il a été beaucoup médiatisé parce qu'il il a fait des prophéties sur l'homme blanc et qu'est-ce qu'on pouvait devenir, l'homme blanc. Et voilà, il y a des livres qui ont été faits sur lui, des documentaires, etc. Et donc, Wallace Black Elk a reçu ses enseignements. Petit, il a toujours été dans cette dimension-là. Il s'est été confronté naturellement avec toute l'éducation blanche qui a essayé, judéo-chrétienne, qui ont essayé de casser un peu ces éléments-là. Mais il y a des choses qui sont restées, et il a fait partie justement, Wallace Black Elk, dans toutes les cérémonies, toutes les revendications amérindiennes qui ont été faites au moment de Witokni. Et il y a aussi Archifarian Lemdir qui était moins, mais qui était important aussi, un personnage. Et ces deux Lakota, ces deux Sioux, c'est Sioux Lakota, ça fait partie, ces deux personnages-là, ces deux hommes médecine, et on parle bien d'hommes médecine, pas de chaman. Les hommes médecine, ce sont les premiers qui sont venus en Europe pour transmettre leur tradition. On pourrait dire, mais pourquoi ils sont venus retransmettre leur tradition? Et ils sentaient que simplement, dans leur vision, dans leur rêve, ils ont considéré que c'était le moment que pour les Blancs, pour que les Occidentaux se rappellent, entre guillemets, des sagesses ancestrales qu'eux-mêmes pouvaient avoir, notamment à travers la tradition celtique. Parce qu'il y a beaucoup de liens dans la dynamique entre la tradition celtique et la tradition amérindienne. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est-à-dire que c'est vraiment un langage qui était important pour Archifarian Lemdir, de dire, voilà, je viens pour réveiller en vous toute cette sagesse que l'on a, sur laquelle vous êtes sensible, mais qui existe déjà chez vous en Europe. Alors, pour moi, ça a toujours été dans la dynamique amérindienne. Après, je n'ai pas été dans une notion de sensibilité avec la notion de celtique, d'une façon plus précise, avec les termes, avec les calendriers, etc. Donc Wallace Black Elk, je l'ai rencontré en France une première fois en 1993, mais que jusqu'en 2004, au moment où il est parti de rejoindre le Grand Esprit, comme on dit, aussi bien en France, j'ai contribué à des organisations qui pouvaient transmettre un certain nombre de choses en France, mais aussi d'aller aux États-Unis pour pouvoir participer à des cérémonies, à des enseignements aussi là-bas. Donc c'était aussi bien là-bas qu'ici de continuer et de perpétuer justement ce travail intérieur dans la continuité. Alors, ce Wallace Black Elk, effectivement, qui est un homme médecine, il a vraiment été considéré comme un sage, un homme saint. Parce qu'effectivement, non seulement il y a eu un engagement qui a été important au niveau politique sur la défense des Amérindiens, mais aussi de pouvoir continuer d'être dans la richesse, dans l'enseignement, dans la connexion qu'il pouvait y avoir justement vis-à-vis de la nature. Et naturellement, par rapport à la sagesse amérindienne, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, qu'est-ce qu'ils apprennent encore? C'est effectivement le rapport avec la nature. Le rapport avec la nature, avec par exemple l'utilisation des plantes. Alors on parle souvent justement de la sauge, du tabac, qu'on évoquera d'ailleurs lors du stage, de l'atelier. Et effectivement, c'est de comprendre que ces plantes, comme tout ce qui existe, c'est de l'ordre du domaine du sacré. Après, on va dire qu'il y a des plantes ou des pierres qui sont un peu plus sacrées que d'autres parce qu'ils ont des qualités spécifiques, elles aussi, pour nous apporter, pour nous aider, pour nous accompagner sur notre propre chemin. Pour que justement, ça puisse révéler justement notre relation au grand esprit, donc effectivement de tout ce qui existe, tout ce qui est de l'ordre de la nature.
Alors, chez les Amérindiens, on parle justement de voie rouge. Alors, tiens, pourquoi la voie rouge? En fait, la voie rouge, c'est très connecté avec la pierre. La pierre, il y a une pierre rouge aux États-Unis, avec lequel on fait justement des pipes sacrées. Donc c'est important, et cette pipe sacrée, qui représente d'autant plus le rapport entre le masculin et le féminin. Donc il y a tout ce rapport avec la nature qui se comprend comme il y a l'esprit en lui-même, qu'on appelle le Tankashila, qui va se relier avec la dimension du féminin. Donc il y a le Père ciel et la Terre mère. Aujourd'hui, la Terre-Mère, on en parle beaucoup, et c'est justement cette pipe sacrée qu'on a appelée vulgairement pendant un certain temps le calumet de la paix. Mais effectivement, cette pipe sacrée, c'est effectivement déjà le relier avec cette pierre et ce bois, donc deux matériaux qui sont essentiels dans la nature, la pierre et le végétal, pour qu'ils soient en connexion pour relier après avec les plantes sacrées et fumer les plantes sacrées, donc notamment le tabac. Mais il n'y a pas que le tabac quand on fume la chalupa. Donc la pipe sacrée, c'est effectivement, il y a d'autres herbes, du saule, des choses comme ça. Il n'y a rien d'hallucinogène, hein. C'est tout à fait naturel. Et donc, quand on fume ce calumet, cette chalupa, pour justement reprendre le terme correct, c'est effectivement de dire que c'est se relier après avec la fumée au monde subtil. Donc, avec les Amérindiens, il y a une partie qui est de l'ordre dense, avec des qualités spécifiques que peuvent avoir les plantes, que peuvent avoir les pierres, mais au-delà de la densité, de la matière, il y a le lien avec l'esprit, qui là est représenté, qui est manifesté avec la fumée. Donc, de choses qui sont de l'ordre du subtil. C'est pour ça qu'on considère que, tiens, les plantes sont reliées à des esprits, les pierres sont reliées avec des esprits, que toute chose qui existe a un esprit. On est vraiment là, plus du tout dans la conception de l'ordre matérialiste des choses. Alors certains vont parler et te dire, bah, tiens, dans l'aspect anthropologique, tiens, c'est un aspect animiste, parce qu'effectivement, il y a ce lien avec les esprits de la nature, etc. Mais en fait, si chaque chose qui existe a une vibration, et cette vibration, elle est connectée avec des énergies de création, avec des qualités spécifiques. Et c'est comment ces hommes médecine considèrent la nature comme des moyens, une aide, un accompagnement pour que tout ce qui existe peut être une médecine pour nous, pour continuer à nous éveiller dans la relation avec elle, avec la nature, à la nature profonde dans ce qu'elle est, mais notre propre nature profonde, justement, qui est un être spirituel. Et cet être spirituel, il est dans une densité et en même temps, il n'y a pas de séparation entre justement la matière et l'esprit. Il n'y a pas de coupure, et c'est à travers justement cette tradition amérindienne qu'on continue à cultiver, qu'on peut s'enrichir justement de cette relation avec le vivant sur ces différentes dimensions. Donc, par exemple, voilà, ces différentes dimensions, comme justement quand on utilise la sauge, on parle que la sauge, ça purifie, et c'est bien comprendre que ce n'est pas purifié simplement dans le domaine énergétique, mais c'est purifié jusqu'à cette dimension spirituelle, c'est-à-dire c'est purifié dans le sens, pas où on est impur, mais de pouvoir révéler ce qui est déjà pur en soi, pour que cette pureté, cette lumière, cette dimension spirituelle qui est de la pure lumière, puisse effectivement se révéler et n'être que ça, pour que justement qu'elle ne soit pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, polluée par des choses qui ne seraient plus de l'ordre de considération, comme de l'ordre du sacré, de la vie, qui peut être sacrée en toute chose. Donc ça, c'est vraiment important. Et cette relation avec le sacré, il ressort à travers une expression qui se fait dans toutes les cérémonies, en tout cas amérindiennes, c'est Mitakuye Oyasin. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette courte phrase, Mitakuye Oyasin, qui en fin de compte, il est difficile de la découper telle qu'on pourrait le faire dans le langage, mais elle a un sens. C'est pour ça qu'on ne la découpe pas en elle-même. Elle a le sens parce que c'est, quand je dis Mitakuye Oyasin, c'est je remercie tous les miens, toute la création. Et toute la création, quand on va dans l'expression française, c'est toute la création, et tous mes proches, c'est tout ce qui marche, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui nage, tout ce qui vit,
tout ce qui est de l'ordre du végétal, tout ce qui est de l'ordre du minéral, tout ce qui est de l'ordre du manifesté et tout ce qui n'est pas manifesté. Donc tout ce qui n'est pas manifesté, c'est aussi le monde de l'esprit et de toutes les dimensions qu'il peut y avoir de l'esprit. Au-delà de l'esprit dans le sens immatériel, l'esprit, c'est aussi jusqu'à de se relier dans tout le cosmos. Et ce Mitakuye Oyasin, pardon, c'est par exemple au moment d'une cérémonie qui s'appelle la Sweat Lodge, l'INIPI qui a été invoquée, c'est effectivement c'est à nouveau se relier avec la nature, parce qu'en fait la Sweat Lodge, c'est effectivement c'est une sorte, on appelle ça la hutte de sudation, mais c'est pas une hutte de sudation à proprement dit, même si on va suer dedans, certes, mais c'est pas le point essentiel. Cette hutte de sudation, c'est la représentation de la terre-mère. Donc on rentre là dans les cérémonies amérindiennes, on rentre dans une dimension qui est physique, mais aussi qui est symbolique, mais qui est de l'ordre de la représentation de l'univers en lui-même. On rentre à nouveau dans la terre-mère, on rentre dans son ventre, et dans son ventre, effectivement, on va y avoir le feu, il va y avoir la chaleur, toute la chaleur que la terre-mère peut nous apporter, dans toute sa richesse, dans toute son énergie. Et puis aussi, il y a ce qui va être nourri, c'est par le ciel, par le feu, qui est représenté par le soleil. Donc effectivement, il y a des pierres, donc à nouveau la dimension de l'ordre du rocher, qui va effectivement être chauffé par le soleil, par le feu, et qui effectivement va rentrer dans la Sweat Lodge, rentrer dans cette hutte de sudation, et qui effectivement qui est cette hutte de sudation qui est faite avec le végétal, et que toute cette chaleur, c'est pour pouvoir justement à nouveau nous relier à toutes ces dimensions, même des étoiles. Chaque croisement qu'il peut y avoir dans les branches de la hutte de sudation, c'est une connexion avec les étoiles. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est purement de la nature ici, dans ce monde sur la Terre, mais c'est dans tout l'univers. C'est une connexion avec tout l'univers, à travers ces éléments de l'ordre, tiens, du végétal, pour construire cette Sweat Lodge, des pierres, parce qu'effectivement, c'est des éléments fondamentaux, des éléments qui vont permettre de pouvoir être dans la consolidation, c'est la richesse et la qualité profonde des choses. Et puis après, effectivement, la notion du feu qui représente la chaleur, le feu, le soleil. Et donc, toutes ces connexions, elles se font. Et entre le feu, qui est le soleil, et la hutte de sudation, qui est la terre-mère, il y a un tertre, où là, on va mettre des objets sacrés, qui est la représentation et l'énergie de la lune. Donc, on représente le cosmos dans certaines cérémonies amérindiennes. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on sort des concepts justement de quelque chose qui est purement matériel, purement physique, qu'il peut y avoir, c'est rentrer dans une dimension qui est autre, et par l'intermédiaire de tous ces éléments-là. Et forcément, quand on rentre dans une notion de sudation, c'est de pouvoir rentrer en harmonie avec cette chaleur. Et plus je rentre en harmonie avec cette chaleur-là, plus effectivement je l'accueille pour pouvoir nettoyer, purifier cette énergie-là pour me relier. En fait, cette purification qui passe par le physique, par la sueur, mais en fait, à un moment donné, c'est plus simplement la sueur qui est intense. C'est la chaleur, et tellement la chaleur fait que il est nécessaire de pouvoir rentrer dans une notion de prière, rentrer dans une énergie qui va être autre, d'aller au-delà de soi, au-delà du mental, qui fait que justement, qui va permettre d'ouvrir sa conscience. Et quand on ouvre sa conscience, dans ce contexte-là, voilà, on accède à un niveau d'harmonie parce que tout est relié dans une notion d'une façon où chaque chose a sa place, aussi bien à l'intérieur, dans la Sweat Lodge, mais après, à l'intérieur de soi, dans ce que l'on peut vivre et dans ce qui peut se révéler de soi. Il y a des choses qui peuvent sortir de son histoire, comme on rentre dans le ventre de la mère, parfois il y a des choses qui sont de l'ordre revécu d'une naissance, il y a des morts qui peuvent se passer à l'intérieur en termes de conscience, mais après c'est pouvoir transcender ces éléments-là pour être en relation avec la nature, et la nature dans toute sa grandeur et toute sa splendeur. Donc ces rites amérindiens sont vraiment riches et profonds dans ce qu'ils peuvent partager. Voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment pour moi important. Et voilà, Zvakel, qui a été un personnage important. Le fait qu'il a, on m'a offert une chalupa, donc une pipe sacrée. Je suis bien, on offre, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Et il y a une cérémonie qui s'est faite avec lui en 1997, dans le sens de pouvoir honorer cette pipe, donc de reconnaître que je peux être
Donc un blanc, parmi d'autres blancs, il y a d'autres blancs, entre guillemets, qui portent des chalupas, des pipes sacrées. C'est pour reconnaître en fait cette connexion, cette dimension du sacré à travers cette voie rouge. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et que chaque jour, aujourd'hui, pour me mettre en harmonie avec le monde, il y a des prières amérindiennes que je peux faire quotidiennement pour justement dire ne pas oublier et de nourrir et d'entretenir cette relation avec le monde, avec l'univers dans toutes ses manifestations, visibles et invisibles. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment intéressant et riche et qui continue à m'enrichir par rapport à ça. Il y a une autre tradition qui plus tard, effectivement, avec les Mayas, ce n'est pas forcément dans l'ordre dans lequel je voulais, de mon histoire, que je vous en parlais, mais plutôt dans une notion de sensibilité, dans quelque chose qui est en lien avec la nature, avec d'autres approches après. Les Mayas, c'est effectivement avec une rencontre, un appel qui s'est fait. Le premier voyage que j'ai fait au Mexique, c'était en l'an 2000. Et puis après, il y a eu cette rencontre avec Umbatsmen. Umbatsmen, c'était un enseignant, un sage, qui avait gardé la connaissance maya. On considère qu'effectivement, les Mayas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, justement à travers ce qu'ils ont pu créer vis-à-vis des pyramides, vis-à-vis des temples, des villes magnifiques. Mais en fait, la culture maya, elle existe toujours, elle est toujours vivante, comme les Amérindiens, mais d'une façon un peu différente, parce que elle commence de plus en plus même de se révéler. Avec l'utilisation médiatique de 2012, ça a eu un peu un effet qui a naturellement tordu le vrai message des Mayas pour 2012. C'était en rien la fin du monde, mais quand même, ça a permis de pouvoir faire connaître un peu plus les Mayas. Même le gouvernement faisait de la communication sur l'aspect touristique par rapport à 2012 pour que les gens viennent. Donc, vous voyez comment c'est parfois les aspects politiques et financiers et touristiques utilisent parfois les traditions. Donc, les Mayas, Umbatsmen avec les Mayas, effectivement, il fait partie des Mayas Itza. Les Mayas Itza font partie de la péninsule du Yucatan et puis du Guatemala. Et les Mayas Itza, donc Itza, c'est une des langues. Il y a plein d'autres. Il y a le Mam, il y en a énormément. Et les enseignements des Mayas avec Umbatsmen, c'est effectivement de pouvoir comprendre toute cette architecture qu'il pouvait y avoir dans leur philosophie, dans leur pratique. Et il y a ce qu'on appelle la cosmovision des Mayas. Je perds plein de cosmovision des Mayas, où effectivement il y a, et on parle de cosmovision, et elle est représentée par un arbre. Cet arbre, c'est le Seba, c'est l'arbre sacré, comme on retrouve dans beaucoup de traditions. L'arbre sacré, c'est l'axe central du monde, c'est l'axe du monde sur lequel effectivement on se relie, aussi bien dans le monde terrestre que dans le monde céleste, et qu'il y a différents axes. Et dans les enseignements de Umbatsmen, et ça ressort, on en retrouve 7 intéressantes dans les éléments. On trouve justement la médecine de la nature, comme les Amérindiens. Comment la nature peut nous apporter des choses pour nous soigner, pour retrouver l'équilibre en soi. Parce qu'effectivement, aussi bien les Amérindiens que les Mayas, à partir du moment où il y a une maladie, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui s'est manifesté. Donc, on est sorti de notre harmonie intérieure qui fait qu'à un moment donné, voilà, cette harmonie a généré un processus qu'on va appeler maladie. Mais c'est juste un déséquilibre. Donc, c'est après toute cette médecine qui est à la portée, c'est de pouvoir justement l'accueillir, la remercier, utiliser, entre guillemets, ses qualités pour nous permettre de nous équilibrer, de pouvoir retrouver notre nature, retrouver notre équilibre, retrouver notre harmonie. Donc, cette médecine de la terre, elle est importante. Et il y a des Mayas qu'on a rencontrés, des Mayas Lacandon, qui est un peu plus au sud de Yucatan. C'est vraiment au bas du sud, à la limite presque du Guatemala. Les Lacandon d'ailleurs, qui ont été découverts, entre guillemets, simplement dans les années 50-60, parce qu'ils étaient partis dans la forêt et on ne les voyait pas. Et donc, c'est des personnages qui sont habillés en blanc, ils ont une tunique blanche. Et on a rencontré des sages là-bas et qui, effectivement, leur difficulté, c'est est-ce qu'ils peuvent donner leur remède de la médecine de la nature? Parce qu'en fait, ils avaient des peurs, et pour certains ont encore des peurs, de fait de dire, si on donne toute notre médecine,
La crainte, c'est que les blancs, et on parle bien encore des blancs, même si je suis blanc, mais je suis blanc à l'extérieur simplement. C'est pas... Donc effectivement, de dire que cette médecine, s'ils la donnent aux blancs, ils savent que potentiellement, ils vont mettre des brevets dessus. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile pour eux parce qu'en fait, de dire, bah, cette nature, c'est quelque chose qui doit être universel, comme l'eau, elle est universelle, elle doit être, c'est pas une propriété. Et donc, il y a des médecines chez les Lancondon, bah, comme pour les Mayas, de dire, bah, on ne sait pas si on va les donner pour justement devoir, pas qu'elles soient utilisées, exploitées encore à des fins justement commerciales, etc. Donc, ça, c'est une des branches chez les Mayas. C'est effectivement la médecine de la nature. Il y a l'art sacré. L'art sacré, c'est effectivement c'est tout ce qui est de l'ordre des poteries, des sculptures, tous les stèles qu'il y a pu y avoir. C'est pour pouvoir transmettre justement cette notion de connaissance, de sagesse, de compréhension du monde et pouvoir transmettre à tout le monde et pouvoir garder ça justement en termes de traces. Et l'art sacré, elle rentre aussi d'une façon intéressante sur une géométrie très particulière quand on l'analyse, quand on la regarde. Parce que cette géométrie, dans l'art, elle se retrouve en correspondance avec l'art qui est déjà dans la nature, en fait. L'harmonie qui est justement dans le côté sacré de la géométrie. Pour moi, les Mayas ont vraiment mis l'accent sur le principe de la géométrie, aujourd'hui ce qu'on appelle la géométrie sacrée. C'est simplement de comprendre à travers les observations des Mayas ou d'autres peuples qui l'ont fait, qui ont compris, qui ont vu, qui ont senti que toute cette architecture de l'univers de la création, en fait, il y a une géométrie. Et une géométrie qui va être importante parce que ce sont la manifestation de cette création à une forme géométrique parce qu'elle a une énergie dans ces géométries particulières. C'est pour ça que les temples ont une géométrie particulière, des axes bien particuliers, des formes bien particulières, parce que ça crée des ondes de forme qui vont permettre nous aussi à nous de rentrer dans une notion d'harmonie avec la nature. Il y a aussi dans la cosmovision la pratique. Donc là, c'est ce qu'on appelle le yoga maya. Vous entendez le son yoga maya. C'est pas le yoga, mais c'est la même chose. En fait, il y a le yoga maya, c'est des pratiques physiques ou effectivement de dire par des postures qui sont reliées beaucoup avec la nature, avec des animaux, qui est intéressant parce que en fait, dans le yoga de l'Inde, il y a aussi des choses qui sont en lien avec des postures des animaux et qui va permettre de pouvoir réveiller, dynamiser cette notion d'énergie à l'intérieur. Donc, cette pratique, elle était importante et elle était enseignée dans les universités cosmiques. Quand on parle de Chichen Itza, par exemple, peut-être beaucoup ont entendu parler de Chichen Itza avec cette pyramide qui est assez connue, mais en fait, c'est une université. C'était une université où on enseignait majoritairement tout justement toute cette philosophie, toute cette connaissance à ce moment-là aux jeunes, aux enfants, pour pouvoir justement être même dans une notion de pratique avec le yoga maya, la notion de sexualité sacrée aussi qui était dans cette pratique. Au-delà de la pratique, enfin avec la pratique, il y a aussi le langage. Une des autres branches, c'est le langage. Le langage est sacré. Le langage chez les Mayas, effectivement, c'est des glyphes, et des glyphes sont en fait des symboles qui peuvent être liés avec la nature, avec des astres, avec des animaux, avec toutes les qualités qui sont derrière. Donc, ça veut dire que le langage sacré, par exemple, qu'on va évoquer en lien avec l'autre aspect, la mesure et le mouvement, qui est associé, par exemple, au calendrier, ben, en fait, il y a des mots bien spécifiques. Et ce langage sacré, ben, il y a différents niveaux de perception, niveaux de langage. C'est comme aujourd'hui, on pourrait évoquer, tiens, derrière le langage, il peut y avoir le langage des oiseaux. Il y a un langage symbolique. En fait, chez les Mayas, il y avait plusieurs niveaux. Ombudsman nous disait qu'il pouvait y avoir jusqu'à aussi 7 niveaux de compréhension derrière le langage. Pas simplement par rapport au mot en lui-même, mais la façon dont on pouvait le lire à l'endroit, à l'envers, dans la position qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir, à quoi c'était relié, etc. Donc, il y avait effectivement 7 niveaux de langage. Naturellement, il y a la cosmogonie. La cosmogonie, c'est effectivement ce qu'on a appelé, ce qu'on a résumé des dieux et des déesses, mais pour eux, ce n'est pas des dieux et déesses. Ça, c'est à nouveau un langage occidental. Ce n'est pas des dieux et des déesses, c'est des énergies de création qui sont manifestées à travers des personnages, et des personnages qui représentent certaines qualités de l'univers, de la nature. Et dans ces cosmogonies, c'est justement de comprendre à travers ces êtres, à travers ces différentes formes, animales ou autres, bah, effectivement, c'est de pouvoir aussi, dans la connexion avec ces
avec ses êtres, alors si je garde encore le terme avec ses dieux, avec ses déesses, c'est pour pouvoir justement se relier avec justement cette énergie pour trouver cette notion d'harmonie et qui va bien en lien après avec la mesure et le mouvement, qui est une autre branche qui est en correspondance avec justement la géométrie sacrée et le calendrier. Et je dirais même plutôt les calendriers. Chez les Mayas, il y a 17 calendriers. Et 17 calendriers, c'est pour comprendre les différents cycles qu'il peut y avoir, les 17 cycles sur lesquels, effectivement, qui sont essentiels pour eux, et des cycles qui sont des cycles qui peuvent être des calendriers qui sont en lien avec la nature par rapport à l'aspect agricole, tout simplement, mais après, comme on peut entendre plus facilement parler, un des calendriers, le Tzoltzin. Le Tzoltzin, c'est effectivement ces calendriers sacrés. Mais ces calendriers, ils vont jusqu'à effectivement de dire tenir compte des cycles de la Terre, de la Lune, des différentes planètes et de notre système solaire, comment il se positionne sur un autre système, dans d'autres constellations. Et donc, il y a une autre ouverture qui va au-delà de ce monde tel qu'il peut être sur notre Terre-mère, mais aussi une dimension là qui est cosmique. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une cosmovision. C'est la vision du monde à travers le cosmos. Et pour le Maya, c'était de comprendre dans son cheminement. Et derrière la dernière branche, c'est la philosophie spirituelle qu'il pouvait y avoir. C'est effectivement de dire quelle est la place de l'être humain dans l'univers. C'est un point essentiel par rapport à l'être humain chez les Mayas, c'est sa place et la mesure qu'il peut avoir dans l'univers. Et à partir du moment où l'être humain connaît sa place, il est en totale harmonie avec cet univers. Donc, il sent l'univers aussi bien à l'extérieur dans ce qu'il peut être, aussi bien à l'intérieur dans toutes les dimensions. Et il y a à nouveau plus de séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans cette richesse des Mayas pour trouver cette notion d'harmonie d'une façon importante. Il y a une autre culture, une autre tradition qui était importante pour moi et qui l'est toujours. Alors la différence avec les Amérindiens, avec Wallace Black Elk et puis Umbatsman, c'est que Wallace Black Elk ou Archiferian Lendir ou Umbatsman sont partis, sont passés de l'autre côté, ils ont été rejoints de leur grand esprit. La tradition Bön, c'est quelque chose qui, effectivement, sur lequel j'ai été sensible depuis un certain nombre de temps, mais j'ai continué à continuer à recevoir des enseignements, à suivre des enseignements d'un être qui est toujours présent. C'est Tenzin Wangyal. Et Tenzin Wangyal, il est reconnu d'une façon Tenzin Wangyal Rinpoche, qui continue à enseigner aujourd'hui. Et en plus, il est vraiment très bien reconnu parce qu'il a vraiment intégré toute la sagesse, toute la compréhension de la tradition Bön. Alors, la tradition Bön, elle est un peu spécifique parce qu'on dit que c'est une tradition tibétaine. Et je dis bien tibétaine. C'est du pré-bouddhisme. C'est la culture pré-bouddhisme. Donc, il y a un lien avec les premiers bön qui sont vraiment en lien, là, avec la notion du chamanisme, avec le travail avec les plantes, avec les éléments, d'une façon importante, avec les esprits. Donc, c'est toujours un lien pour moi qui était important. Et donc, la tradition bön exprime un certain nombre de choses, justement, à travers quelque chose qui est de l'ordre, le lien avec la nature, qui après a été intégré, entre guillemets, dans une partie de la voie bouddhiste, avec notamment le Chonsen. Et la tradition Bön, elle remonte loin dans la tradition. On dit qu'effectivement, la fondation de la tradition Bön, elle date d'au moins 18 000 ans. Donc, c'est-à-dire que comprendre qu'il y a 18 000 ans, la tradition Bön, c'est-à-dire que les enseignements qui étaient faits dans un monde céleste est venu pour pouvoir justement aider et accompagner l'être humain. Donc, c'est-à-dire que c'est comprendre déjà que dans ces traditions-là, il n'y a plus simplement que quelque chose qui est de l'ordre terrestre, comme d'autres. Je pourrais développer par rapport à la femme bison blanc et tout ça, mais ça, j'en parlerai à l'atelier avec les Amérindiens, ou les Mayas avec les Pléiades, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais la tradition Bön parle justement de dire qu'il y a des êtres qui sont venus, 3 frères notamment, pour pouvoir venir enseigner à la planète Terre, pour pouvoir nous accompagner sur la notion sur un chemin de compassion, pour nous faire évoluer. Donc, de 18 000 ans, il y a un être, un des 3 frères, qui est venu sur Terre pour pouvoir, dans ce temps présent, nous accompagner pour justement donner les enseignements qui avaient été appris dans les cieux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition Bön, il y a un axe qui est vraiment important, c'est le travail avec les 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace.
D'accord? Ces 5 éléments, donc qui sont vraiment différents des 5 éléments de la tradition chinoise. Donc ces 5 éléments, comment on travaille avec ces 5 éléments dans la tradition Bön, c'est de pouvoir reconnaître, sentir, apprécier, contempler tout ce qu'on peut avoir comme connexion avec ces éléments-là, de la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ou l'espace, qui est à l'extérieur, et de le reconnaître aussi dans quelque chose qui est une manifestation, une création qui est aussi à l'intérieur. La création en termes de terre, à l'extérieur, c'est aussi notre propre terre intérieure. C'est nos propres structures intérieures. C'est comment je me mets en harmonie avec ma propre terre pour qu'elle puisse être vibrée suffisamment fort pour qu'elle puisse être en harmonie avec la terre extérieure. Et si effectivement quand je rentre dans la méditation sur les éléments extérieurs, comment je m'aide de la nature, de sa structure de la terre, comment elle peut vibrer et résonner en moi dans mes propres structures. Et notre propre première structure, c'est la structure osseuse. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est fondamental de pouvoir comprendre la relation avec la terre, c'est ça. Et en faisant un peu un parallèle, une digression, mais avec les Amérindiens, souvent les gens me disent mais pourquoi tu as les cheveux longs? J'ai les cheveux longs depuis l'âge de 17 ans. Hein. Donc, je les ai toujours longs parce qu'effectivement, pour moi, c'était important parce que c'est une connexion. C'est une connexion. Et dans la tradition aussi bien amérindienne que dans d'autres, les cheveux, c'est l'herbe de la terre. C'est comment on se connecte au monde extérieur, de son monde végétal, entre guillemets, de ce qui pousse en nous en permanence, nos cheveux, je ne sais pas jusqu'à quoi là, mais les cheveux pour pouvoir se connecter justement. C'est comme nos antennes pour pouvoir nous relier là dans notre monde intérieur. C'est comprendre que l'eau qui passe à l'extérieur, dans sa pureté qu'il peut y avoir, c'est comprendre notre pureté intérieure. Donc ça veut dire que c'est l'eau, comment elle circule en nous. Et l'eau, c'est tout ce qui est l'ordre de nos fluides, tous nos liquides. Et si effectivement, si à un moment donné, mes liquides ne circulent pas bien, c'est aussi à nouveau qu'il y a un déséquilibre. Comment je peux rééquilibrer mon eau et la circulation de l'eau pour qu'elle soit forte, fluide, au même titre qu'une rivière qui va justement circuler dans la montagne pour pouvoir descendre, pour aller jusqu'à l'océan. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de cette rivière, de cette eau qui peut circuler dans la montagne jusqu'à l'océan, c'est le parcours qu'il peut y avoir à l'intérieur dans son eau. C'est notre sensibilité, comment l'eau en termes des aspects peut-être au départ émotionnels, mais qui deviennent des sentiments, pour que ce puisse être des sentiments qui viennent rentrer dans une dimension océanique pour justement basculer de quelque chose qui est extérieur à quelque chose qui est intérieur dans l'immensité de l'océan. Le feu, c'est toute notre énergie. Le feu, c'est toute la chaleur à l'extérieur. C'est toute la chaleur. Alors, bon, parfois, c'est un peu difficile, mais voilà, on peut voir que par exemple dans la tradition bouddhiste, alors là, c'est pas Bön, mais tiens, on va travailler sur le feu, qu'on avait évoqué dans l'atelier de la respiration. Tiens, l'énergie du Tummo, la respiration, c'est pour activer son feu intérieur. Et donc, on utilise ça aussi dans la tradition Bön, c'est de pouvoir justement augmenter son énergie à travers la respiration pour augmenter son feu intérieur, pour trouver cette notion d'harmonie, pour être dans une chaleur qui permet de pouvoir éveiller des choses. Plus on augmente son énergie, plus on augmente son feu, plus on peut plus facilement ouvrir sa conscience. Donc c'est vrai que c'est une dimension qui est assez large. Dans l'air qui est extérieur, c'est comment on peut sentir, dans la tradition Bön aussi, l'air qui est extérieur, bah tiens, on rentre dans quelque chose qui est plus subtil. Là, c'est pareil, c'est dans la subtilité qu'il peut y avoir, pas simplement l'air qui circule en nous, mais justement sur quelque chose qui va rentrer dans quelque chose qui est vibratoire, pour après arriver à cette dimension beaucoup plus spirituelle, qui est de l'ordre de l'espace, qui est une dimension qui est de l'ordre de l'infini. Et donc, dans la tradition Bön, c'est le chemin à travers ces éléments extérieurs et intérieurs pour justement s'éveiller et en correspondance avec justement cet air, cette eau, ce feu, cet air, cet espace qui est on est fait de même constituant pour pouvoir nous permettre de nous éveiller, pour atteindre nos terres de lumière, nos terres claires, comme ils disent. La terre de lumière, c'est pouvoir être dans une notion d'un état d'éveil. Et tout ce chemin à travers les éléments, c'est pour atteindre à nouveau cette notion d'éveil. Et l'éveil, ça contribue, c'est des éléments qui vont permettre justement un état d'harmonie absolue avec l'univers. Donc,
Une autre tradition qui effectivement qui a été importante et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est la tradition du Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, il y a des choses qui sont manifestées quand j'étais jeune. Marie-Alix l'a évoqué déjà dans mon enfance. Et donc, j'ai cherché à comprendre ces phénomènes énergétiques qui amenaient des états de conscience particuliers qu'aujourd'hui qu'on appelle des états modifiés de conscience. Mais en fait, cette notion de processus énergétique, j'ai cherché à le comprendre. Alors, il y a eu des réponses par rapport au bouddhisme d'une façon intéressante. Et il y a aussi cette voie du Kriya Yoga parce que le Kriya Yoga, c'est une lignée d'enseignement dans une des lignées parmi des centaines de lignées du yoga, qui est en correspondance avec le feu, avec justement de comprendre que l'action qu'on peut avoir à l'intérieur permet de pouvoir à nouveau justement s'éveiller. Et Goswami Kriyananda, c'est justement le gourou, mais dans le bon sens du terme, Goswami Kriyananda, que j'ai suivi depuis aussi pareil depuis les années 90 jusqu'à sa mort, et je continue toujours de pratiquer ses enseignements. Pour moi, ça n'a pas été la lignée du Kriya Yoga, ça n'a pas été sur l'aspect le plus important par rapport aux postures, parce que j'avais commencé déjà à le travailler, aussi avec le Yoga Maya. Donc, j'ai continué et je continue un peu de faire de la pratique en termes physiques pour favoriser le processus énergétique. Mais pour moi, ce qui était le plus important dans le Kriya Yoga, c'était la philosophie. C'est l'enseignement spirituel. Parce que l'enseignement spirituel, dans le Kriya Yoga, elle est basée sur l'expérience, sur la compréhension de la vie. Et on retrouve aussi le rapport aux 5 éléments. On va appeler là les 5 tatwas, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ces 5 dimensions-là, on le travaille d'une façon un peu différente que la tradition Bön, mais on va le travailler pour justement comprendre et cette création jusqu'à effectivement de dire la comprendre sur quelque chose qui va dans l'expérience sur qu'est-ce que c'est que le monde, comment décoder le monde. C'est l'expérience à travers la conscience de ce qu'est le monde. C'est-à-dire que le Kriya Yoga m'a apporté une vision pour décoder vraiment le monde. Aussi bien le monde intérieur, à travers les rêves, par exemple, qu'aussi bien à travers toute la compréhension, et pas l'ivresse, mais justement en termes de conscience, sur toutes les dimensions de la symbolique. On vit dans un univers symbolique. Ce sacré, c'est toutes des portes justement sur la symbolique qui nous permettent d'arriver sur des états de conscience qui sont autres. Donc, ce Kriya Yoga, ça m'a permis d'ouvrir ce décodage, un décodage pas intellectuel, mais quelque chose qui vient du cœur, d'une vibration, d'un état de conscience, pour justement être en harmonie à nouveau, pour rentrer dans une notion d'éveil. Et c'est par la pratique du Kriya Yoga que j'ai fait d'une façon intense, et que je continue, qui m'a permis et qui continue à contribuer à cette notion d'éveil de conscience, jusqu'à atteindre des états de conscience qu'on appelle les états de conscience cosmiques. Et donc, ces états de conscience cosmique, c'est simplement à un moment donné de ne plus simplement être dans le monde extérieur et dans le monde intérieur, d'être dans la relation entre l'intérieur et l'extérieur, mais dans une totale harmonie parce qu'il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur. C'est d'atteindre un état de cette fusion totale dans ce qui est la vie, dans ce qui est le monde manifesté et au-delà, le monde non manifesté. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un cheminement qui amène la conscience. Et toutes ces traditions, que ça soit amérindienne, que ça soit maya, que ça soit Bön, que ça soit Kriya Yoga, il y en a eu d'autres, peut-être moins approfondies, mais il y a des choses, des expériences qui ont été très intéressantes, des partages avec les aborigènes ou effectivement les Incas, qui permettent de voir qu'en fin de compte, tout ça ont une cohérence, parce que toutes ces cohérences de ces différentes traditions nous ramènent en permanence sur le fait de dire qui on est, quelle est notre place dans l'univers, quelle est notre place dans la nature et quelle est notre relation avec la nature. Et la relation qu'on peut avoir avec la nature aujourd'hui, c'est justement de voir c'est l'état de conscience dans lequel on est collectivement. Individuellement, on peut très bien se sentir bien dans la nature, bien dans ce qu'on est né, dans sa nature profonde, mais aujourd'hui, le résultat d'une façon collective, c'est dans le rapport qu'on peut avoir avec cette nature. Et comment aujourd'hui, il est important de pouvoir éveiller à nouveau notre rapport à notre propre nature pour modifier notre état de conscience intérieur, pour contribuer à justement modifier, agir à nouveau pour entre guillemets, pas guérir, mais contribuer à nouveau que l'harmonie de la nature soit, aussi bien sur
le rapport avec les arbres, parce qu'effectivement, de dire, voilà, il faut replanter des arbres, il faut replanter un maximum de végétaux qui va permettre de pouvoir retrouver quelque chose qui est de l'ordre d'un un air sain, de pouvoir être dans un rapport avec la nature qui va permettre de justement quelque chose qui va se nourrir et qu'on va redonner à la nature quelque chose qui la nourrisse et pas qui la pollue. Donc c'est quelque part cette écologie intérieure qu'on peut parler, elle est en lien avec cette écologie extérieure, mais on ne peut que changer notre monde extérieur parce que l'on change intérieurement. Si je veux retrouver l'harmonie à l'extérieur, dans la beauté du monde, bah c'est aussi de retrouver notre propre beauté intérieure, notre propre nature telle qu'elle est en termes de lumière, en termes d'éléments, de tout ce qu'il peut y avoir, de ces éléments de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther, elle est en nous, toutes ces énergies sont en nous. Donc c'est comment, si je respecte, si je me mets en harmonie, parce que je contribue à cet équilibre de ces différentes énergies à l'intérieur, je vais trouver cette harmonie à l'intérieur qui va me permettre de pouvoir agir pour justement quelque chose qui soit plus harmonieux dans le monde. Et ça, il me semble qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité individuelle et collective. On ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. C'est d'autres discours qui ont été déjà dans ce sens-là, mais c'est justement, c'est comment on le change. Bah, peut-être de reconnaître, c'est de reconnaître sa propre nature et de la respecter. Voilà ce que je voulais partager. Et forcément, toutes ces traditions, tous ces outils qu'il peut y avoir, ce ne sont que des outils pour nous éveiller. Peut-être nous réveiller d'abord un peu, pour après peut-être passer du réveil à justement on peut dire, bah, tiens, on est conscient des choses, bah, ok, mais passer après à l'action. Donc, c'est que ce soit quelque chose qui soit dynamique et actif. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans mon expérience avec justement le rapport avec ces traditions et ce qui est pour moi la notion d'harmonie et comment je la vis au mieux, au quotidien. Et c'est de l'entretenir. C'est pas quelque chose qui se fait, ah bah tiens, ça y est, on a acquis quelque chose et c'est fini. Non, c'est un perpétuel. C'est pour ça qu'on parle d'un chemin, d'une voie, et que ce chemin, cette voie, bah, elle ne s'arrête pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, merci. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir de pouvoir y répondre au mieux. Y a-t-il des questions, Marie-Lix? Parce que je n'ai pas regardé du tout. Merci beaucoup, Franck, déjà. Hein, c'était passionnant. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat en bas. Voilà. Vos remarques, vos partages. Déjà, j'avais une question. Au tout début, tu as parlé de la nature qui est parfaitement harmonieuse et qui est sublime, mais la nature, elle est parfois très, très violente et pas très douce, et les éléments ne sont pas toujours en harmonie, parfois ils se déchaînent, donc tu vois, est-ce que ça fait partie de l'harmonie aussi? Oui. Alors, ça c'est une vision de l'humain, parce que quelque part, l'humain n'a pas le contrôle sur la nature. Et donc, il va avoir une vision de cette nature qui, effectivement, qui va être parfois dévastatrice. On sait qu'il y a des expériences qui ont été faites, et justement, c'est toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir sur la biosphère qui avait été faite aux États-Unis par rapport aux végétaux. C'est-à-dire que la nature, elle a besoin de vent. Elle a besoin que les choses bougent. Pour justement, pas simplement par rapport au pollen, mais la nature, elle a besoin de vibrer avec les autres éléments. Et que bah, la nature, la Terre, elle vit ses propres cycles. Et donc, c'est comment on accepte de pouvoir vivre avec ses propres cycles et en harmonie. Et plus on est en harmonie avec ces cycles, avec ces natures, plus les choses se passent bien avec la nature. Plus effectivement de dire, est-ce qu'on respecte les lieux où effectivement la nature est plus dense? C'est effectivement de dire que tiens, il y a des endroits où il y a des volcans, où l'énergie du feu est très manifestée. Pourquoi je vais vivre à côté de cet endroit où potentiellement, moi, je vais pouvoir subir ce feu? Parce que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas l'énergie et l'intensité qui va permettre de neutraliser le volcan. Mais par contre, c'est effectivement de dire, bah, tiens, je me mets suffisamment à distance pour admirer ce feu, sentir ce feu, mais pas subir ce feu. On ne subit pas la nature à partir du moment où on la respecte, parce qu'on la comprend. Et la comprendre, c'est justement de dire, bah, là où j'habite aujourd'hui, bah, que ce soit de l'ordre de l'eau qui monte, des océans, des tremblements de terre, est-ce qu'effectivement on va vivre des endroits où il y a des tremblements de terre? On a ces connaissances. Et on a ces connaissances là aujourd'hui par rapport à des cartes pour permettre de voir où sont les failles au niveau de la Terre où il y a des plaques tectoniques, mais
regardez les constructions des Incas. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a eu des tremblements de terre, il continue à y avoir des tremblements de terre. L'architecture des Incas fait que elle ne se détruit pas parce qu'effectivement, ils ont compris comment construire des magnifiques temples avec une géométrie particulière pour que justement, quand il y a des tremblements de terre, ça soit intégré dedans. D'accord? Et quand on regarde, par exemple, l'architecture des murs, par exemple à Cusco, des vieux murs ou même dans d'autres endroits, à Cusco, bah, si on regarde d'une façon plus large, on dit, en fait, pourquoi ces pierres sont de différentes formes? Et ces différentes formes, si on les regarde d'une façon plus loin et qu'on l'associe avec des animaux, on va dire c'est intéressant parce qu'en fait, les architectures même des pierres correspondent à l'architecture, par exemple, du maïs ou alors du serpent, sur l'architecture de la peau du serpent. Il y a des choses qui sont similaires parce qu'ils ont compris la nature, comment elle pouvait être et comment ils l'ont intégrée dans ces éléments-là. Donc la nature, elle n'est pas violente. Elle est ce qu'elle est dans ses cycles. Mais si, effectivement, on est en harmonie avec ces cycles, et je pourrais dire, j'ai vécu des choses assez extraordinaires, on peut dire là extraordinaires avec Wallace Black Elk. Il y a des moments où il y avait des cérémonies, je me rappelle d'une façon assez marquée, il y a une cérémonie, on était en train de finir le partage de la nourriture sacrée avec la pipe sacrée, avec la chanupa, et qu'en fait, il a commencé à pleuvoir. Mais il pleuvait à l'extérieur du cercle. Et donc, cette cérémonie a duré un certain temps. Et au fur et à mesure que le temps avançait, qu'on prenait le partage, le fumer et de partager cette nourriture, il pleuvait de plus en plus fort en dehors du cercle. La nature était en totale harmonie. Elle écoutait, il y avait une fusion entre ce qui se passait à l'extérieur et l'intensité du moment sacré qu'on était en train de vivre. Et qu'effectivement, de dire, bah, tiens, la cérémonie, elle s'est faite pas sous l'eau, mais à côté de l'eau. Et quand Wallace Black Elk a dit que la cérémonie était terminée et qu'il a déconnecté cette pipe sacrée, donc je disais, entre le masculin et le féminin, la pluie a commencé à rentrer dans le cercle. Parce que justement, cet homme saint, il était en lien avec la nature, il n'avait pas besoin de demander, il n'avait pas besoin d'être dans une notion de faire de la magie ou de je ne sais quoi, parce que justement, il était dans la conscience de la nature et qu'il était dans un moment sacré. Et à partir du moment qu'on est dans un moment sacré, les choses s'ouvrent, les choses changent. Il y a des cérémonies chez les Amérindiens pour appeler la pluie. Il y a des cérémonies, justement, d'autres, pour pouvoir effectivement d'être en harmonie avec la Terre, pour être calme dans une notion de la Terre. Il y a plein de possibilités par rapport à ça, mais ce n'est pas la volonté de maîtriser à nouveau encore la Terre, c'est de pouvoir être en harmonie avec elle, parce qu'il faut la comprendre et la respecter dans ce qu'elle est. Elle n'est pas violente, elle vit ses cycles, et ça montre justement dans l'intensité qu'elle peut avoir la force qui est montrée dans cette création, et si on ne la respecte pas, on ne respecte pas nous-mêmes notre propre création. Parce qu'à la rigueur, on peut dire que les êtres humains font la même chose. Comment ils peuvent être aussi violents, même parfois plus. Donc cette violence qu'on pourrait considérer comme extérieure, ben non, elle pourrait dire, bah tiens, c'est la violence qu'on a à l'intérieur, mais en fait, la nature n'est pas violente. Elle a besoin d'être dans ces éléments-là, et que parfois, ça bouge. Oui, ça bouge. Mais c'est juste ça. C'est juste le cycle de la vie. S'il n'y avait pas cette énergie aussi intense, on pourrait dire, bah, dans l'aspect de l'astrophysique, il n'y aurait pas eu de Big Bang. Hein. C'est pareil. Est-ce que je peux dire que non, la nature n'est pas violente. Elle est forte, elle est intense, et justement, se mettre en harmonie avec elle pour la comprendre. Y a-t-il d'autres questions? Écoute, je ne vois pas de questions complémentaires arriver pour l'instant. Alors, si. Si. Comment tu concilies ces différentes pratiques dans ton quotidien? Tu as parlé de prière, d'exercice pratique. Ouais. Alors, par exemple, dans la pratique du Kriya Yoga, c'est des méditations intérieures, avec justement, il y a peu de postures sur lesquelles je travaille en Kriya Yoga, c'est des techniques majoritairement Mahamudra, par exemple. Mahamudra, c'est une technique du Kriya Yoga qui est aussi utilisée dans le bouddhisme tibétain. Et là, effectivement, ça amène des états de conscience, ça amène une dynamique et un feu intérieur bien spécifique pour pouvoir justement que les choses circulent, les choses s'ouvrent à l'intérieur, de pouvoir continuer à garder cette notion d'éveil, de conscience qui continue à se faire.
Les beuns, c'est pareil parce que ça va être travailler la notion de respiration. Donc, c'est vrai qu'entre le beun et le Kriya Yoga, c'est des techniques de pranayama que j'utilise très régulièrement dans ce qu'il peut y avoir le matin. Par exemple, dans le bouddhisme, dans les beuns, on travaille beaucoup aussi sur la dimension du rêve. Et là, le travail du rêve, c'est toutes les nuits et tous les matins. Donc, toutes les nuits et tous les matins, je me rappelle de mes 4 ou 5 rêves qu'il y a dans la nuit et dire, tiens, ok, je les pose le matin, je prends quelques instants. Par habitude, mais effectivement, je comprends les symbolismes, je sais ce qu'elle cherche à me dire, ces rêves. Donc, ça m'a continué à m'enseigner ces rêves à travers cette pratique-là. Il y a, dans le Kriya Yoga, il y a aussi cette notion de conscience par rapport au niveau des symboles, c'est aussi décoder l'univers tel qu'il est, tel qu'il se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la lecture que je peux avoir sur le monde, elle vient aussi en grande partie de cet aspect-là. Après, pour les Amérindiens, ça, c'est effectivement de dire tous les matins, quand je pars de chez moi, je chante un chant amérindien. Quand effectivement il y a un moment donné où il y a justement les éléments de la nature là il y a du vent, il y a de l'orage, là j'adore parce que je vais dans cette notion de nature, je vais sentir ces éléments-là parce que je vais me reconnecter par cette force de la nature et je vais essayer de me connecter dans la force telle qu'elle peut se manifester. Comment elle est aussi intense, elle peut être aussi intense à l'intérieur, mais d'une façon harmonieuse. Elle n'est pas violente, justement. C'est voir la qualité de force qu'elle peut avoir et de la sentir aussi à l'intérieur, comment ça peut bouger pour se connecter. Et je continue à faire des cérémonies qui, effectivement, de dire des cérémonies qu'il peut y avoir dans les sweat lodges. Ça arrive de temps en temps. On a fait une en Belgique il y a peu de temps. Ça peut dire que là, il y a une notion d'une marche sur le feu qui va s'organiser là cet été. Il y a des choses qui sont de l'ordre des traditions, qui sont encore dans ma pratique, qui sont quotidiennes. Parce que ce n'est pas quelque chose qui dit tiens, j'ai fait quelque chose et je tourne la page. Pour moi, c'est l'intégration dans ces différents aspects. Et il y a des choses qui sont spécifiques dans chaque technique, puis d'autres qui sont communes. Donc, je continue au quotidien, au quotidien, au quotidien. C'est quelque chose qui est important parce que c'est comme disait Kriyananda, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a atteint un état de samadhi, un état de conscience cosmique, que voilà, tout est gagné. Non, au contraire, c'est maintenant, il faut continuer à balayer et puis pouvoir continuer à nettoyer parce que ça, c'est pas fini. J'en suis bien, 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 bien loin de ce qui peut se faire encore. Je ne suis que... Comme disait Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Je trouve cette expression. Et après, cette poussière d'étoiles, elle continue à briller et il faut continuer à la faire briller, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de les reconnaître en elles. Parce que là, on dit qu'il y a des étoiles. Pour moi, effectivement, c'est l'humain avec les étoiles parce que c'est relié aussi avec ces différentes traditions, d'où on vient, des lignées qu'il peut y avoir. Ça, peut-être qu'on en parlera un autre jour, mais qu'effectivement, ces lignées avec des étoiles, c'est de pouvoir reconnaître notre propre lumière à l'intérieur. Les étoiles qui brillent. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Alors justement, par rapport aux pratiques, la semaine prochaine et dans 15 jours, tu vas animer un atelier sur 2 soirées et où là, on va vraiment rentrer dans la pratique. Oui. Donc, voilà. Sur les traditions Lakota, mais peut-être tu veux dire un ou deux mots sur ce que tu vas faire pendant cet atelier. Après, c'est effectivement de dire que c'est des choses que moi j'ai pu recevoir, naturellement, mais après en respectant toujours d'une façon importante la tradition. Pour moi, il y a vraiment une notion d'importance de respecter ce qui a été enseigné, de l'enseigner au mieux à mon niveau par rapport à ce que j'ai reçu en termes de compréhension, mais aussi en termes de pratique. Tiens, quelles sont les choses qui peuvent être faites? Donc, on fera, si effectivement les gens qui viennent à l'atelier, de pouvoir, d'avoir du tabac avec eux, de la sauge avec eux, pour dire comment on utilise ces éléments-là. Il peut y avoir une notion de chant, le chant, mais dans le sens où effectivement c'est un chant qui est pour soi. C'est pas un chant qui effectivement qui est pour tout le monde. C'est comme quand dans la tradition de l'Inde, le gourou va donner un mantra à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse travailler. Là, effectivement, de dire qu'on va apprendre un chant, et ce chant-là, c'est pour soi, c'est pas pour c'est pour une pratique personnelle. C'est pour pouvoir se relier à quelque chose de spécifique en lien avec ce chant. Donc, il y a des choses qui sont de ces éléments-là, de pouvoir justement se connecter à des dimensions qui sont de l'ordre subtil par rapport à ce qu'on appelle la notion d'animal totem, d'expliquer ce que c'est, de pouvoir le sentir, le vivre. Peut-être qu'il y a plusieurs animaux totems, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à dire? Donc ça, c'est différentes choses qui vont se répartir sur cette première soirée, sur ces 2 premières soirées, cette deuxième soirée, c'est vendredi soir la semaine prochaine et la semaine d'après.
Donc voilà, on va être dans du chant, on va être dans la pratique, dans peut-être du tambour, on verra. Il y a des choses qui sont faites, mais après, il y a des choses qui peut-être qui viennent et qui se complètent parce que ça correspond à l'énergie du groupe et voilà ce qui vient en complément. Il y a un petit peu de matériel à prévoir éventuellement. Donc le tabac, on peut prévoir d'avoir du tabac Du tabac à rouler, voilà. du tabac Après, roulé. si vous avez de la sauge, soit de la sauge séchée, vous pouvez trouver simplement de la sauge, soit vous pouvez en acheter. Il y a de la sauge qu'on peut en trouver. Alors, c'est vrai que souvent celle qu'on entend ou qu'on voit qui se vend beaucoup par Internet ou dans des magasins, c'est de la sauge californienne. Parce que celle-ci, c'est de la bonne. C'est de la bonne en termes d'odeur. Elle a une odeur tellement particulière, tellement fruitée qu'elle est agréable, qui fait que, tiens, on la caractérise. Mais en fait, il y a d'autres sauges. Il y a des sauges qu'il peut y avoir. On peut utiliser la sauge officinale qu'on a, nous, ici, qu'on peut trouver séchée, qu'on peut même acheter séchée à la pharmacie. Ça, c'est de la sauge. Après, c'est le fait de dire, bah, tiens, comment on utilise ces éléments-là. Ça, je vais expliquer comment on fait, comment on va se relier aussi avec les directions, comment ça marche, quelles sont les énergies des différentes directions, l'importance qu'il peut y avoir, et que j'ai retrouvé aussi bien chez les Amérindiens que les Mayas, les couleurs et les directions sont de la même énergie, parce qu'ils sont de la même lignée, en fait. Parce qu'il y a une histoire derrière entre les Amérindiens et les Incas et les Mayas qui est bien particulière. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais voilà, on va se centrer sur les aspects amérindiens. Et il faut aussi des foulards de couleur, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à prévoir? Foulards de couleur, tu avais dit, je crois. Ouais, si effectivement il y a des éléments de couleur, voilà, du noir, du jaune, du rouge et du blanc. Voilà, s'il y a 4 couleurs, tant mieux. Si après il y a du bleu et du vert en plus, voilà, ça fait 7 couleurs. Et après, c'est relié à cette couleur-là, à quoi ça correspond en correspondance avec les énergies. Et que comment ces énergies, c'est bien comprendre que c'est des énergies de la création. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre, tiens, c'est l'énergie, puis voilà. C'est parce que c'est la façon de comprendre comment l'univers est constitué et comment rentrer en lien avec cette création à travers des directions et des couleurs. Oui, et donc les couleurs, c'est avec des petits bouts de foulard, des écharpes, Ça peut être n'importe quel tissu. Alors, plus le tissu est naturel, mieux c'est. Plus c'est du coton naturel, mieux c'est. Mais voilà. Mais il y a aussi le fait de dire, bah, OK, on fait au mieux. Wallace Berkel, quand j'étais le voir aux États-Unis, il habitait chez une femme. Il y avait une sweat lodge qui était au-dessus de Los Angeles. Donc, il faisait des sweat lodges dans une maison avec un jardin derrière. Il y avait la piscine, la sweat lodge qui était derrière. Et dans la sweat lodge, on la faisait avec une moquette à l'intérieur. Donc, à un moment donné, bah oui, il y a des choses, mais le confort, c'est pas inutile à partir du moment, c'est pas le fait de dire rentrer dans. On va pas jouer aux Indiens, c'est certainement pas. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs que je joue aux Indiens, jamais. C'est effectivement de dire, c'est rentrer dans ce que c'est la vibration. Donc, c'est vrai que ça a toujours fait rire les gens de dire, bah tiens, Wallace Berkel qui met une moquette dans la sweat lodge. Ah ouais, parce que c'est confortable, parce qu'on n'est pas les pieds dans la boue. Voilà, c'est tout. Donc voilà, s'il y a des tissus qui ne sont pas en coton, c'est OK. Après, c'est l'intention dans laquelle on rentre par rapport à cette énergie-là. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Merci pour tous ces détails. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a déjà un peu débordé le timing, donc on ne va pas prendre plus de temps. Mais voilà, bah, écoutez, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour ceux qui veulent nous rejoindre. Cet atelier et d'autres qui vont venir. Et d'autres qui vont venir après. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, Franck. Prenez soin de vous et trouvez l'harmonie, cherchez-la, parce qu'elle est déjà là. Il faut juste la révéler. Merci beaucoup.